5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Le bout du tunnel s'est éloigné pour lui. 30 ans de réclusion, c'est la sentence prononcée contre Carlos Adorano dans l'affaire de détournement de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. C'est un verdict qui fera sans doute date dans la lutte contre la corruption au Bénin et bien sûr, on vous en parle. Et puis, un nouveau décret fixe l'organisation des établissements pénitentiaires au Bénin. Il met un accent sur le respect des droits humains, la réinsertion sociale et la sécurité des détenus. Entre autres, désormais, les détenus vont pouvoir exercer en prison des activités de production de biens et services. C'est un dispositif qui vise à traduire la vision corrective de la prison. À suivre donc dans ce forum de discussion la réflexion de mes francs-parleurs sur le sujet. Autour de la table ce matin, Dr Francis Eloche Attalé, bonjour et bienvenue. Bonjour Emma. Vous êtes donc docteur en coaching des organisations, expert en gouvernance. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui suis aujourd'hui. Juste à côté de vous, docteur Olivier Charles Atiléou, bonjour et bienvenue. Monsieur Mego, bonjour. Comment allez-vous? Super bien, et vous? Un plaisir de vous recevoir. Je me porte très bien. Vous êtes docteur en droit public, secrétaire général du HCPC, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Merci d'avoir répondu à notre invitation. En face de vous, Gracien Makoko, il est juriste, écrivain, auteur du livre La Criette en 5 ans, quel apport pour l'État de droit au Bénin. Bonjour et bienvenue Gracien. Bonjour Emmanuel. Comment allez-vous? Très bien, c'est un plaisir. Votre ouvrage La Criette en 5 ans, quel apport pour l'État de droit au Bénin apparaître très bientôt. Très bientôt, c'est le mercredi prochain à 9h et à la salle de conférence de la chaire UNESCO. C'est dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. D'accord, et ça traite de quoi cet ouvrage? Ça parle de la Criette, le fonctionnement de ces juridictions depuis sa mise en place jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été effectuées, donc on a décidé de poser un regard suffisamment scientifique et impartial sur le fonctionnement de ces juridictions qui est un peu apolémique, donc pour situer l'opinion nationale et internationale sur les tenants et aboutissants du grand travail qui a été abattu par ces juridictions et aller dans les suggestions. Tout le monde est en train de rêver comment on fait pour avoir dans notre pays une justice plus impartiale, plus serviteur de la cause commune. Êtes-vous en train de dire que la justice dans notre pays n'est pas impartiale? Non, pas du tout. C'est que, vous savez, quand vous prenez un État comme la France a connu l'ancien régime. Après, il y a un régime de liberté. Il y a eu plusieurs régimes de restauration. Et après, ils sont revenus dans les régimes de liberté. C'est pour dire que dans les sociétés humaines, les hommes sont à la recherche de la meilleure formule qui permet de vivre le mieux en société. Donc, quand on parle de la Criette, c'est que l'institution est là, la juridiction est là, elle fonctionne déjà, mais cela n'empêche pas les citoyens de réfléchir pour voir comment pallier, solutionner les choses qui n'ont pas pu forcément marcher. D'accord, et c'est là tout le sens de votre réflexion que vous avez pondu dans votre ouvrage La Criette en 5 ans, quel apport pour l'État de droit au Bénin dont la parution est prévue pour mercredi prochain. Mais avant mercredi, il y a bien sûr 2 sujets de réflexion ce matin dans le débat de 5 sur 7 matin. Vous avez suivi sans doute de très près ce procès de Carlos Adorano, principal accusé dans l'affaire de détournement de 4 milliards de francs en CFA, ce procès qui a démarré depuis plusieurs années et qui a connu son aboutissement la semaine dernière. 30 ans de réclusion. Quand vous avez appris le verdict, qu'est-ce que vous avez eu comme réaction? Vous savez, en tant que Béninois, nous ne sommes pas accoutumés à de pareilles sentences, notamment dans le domaine de détournement de fonds publics, parce que vous savez, en matière de détournement de fonds publics, notre pays, le Bénin, a une longue tradition malheureuse, puisqu'il y a beaucoup d'affaires qui ont éclaté au grand jour. On se souvient de l'affaire Titan, on se souvient de l'affaire de Marabout Cissé, on se souvient de l'affaire du chocolat de glucose transformé en sable au ministère de la Santé, on se souvient des 270 milliards de primes indûment perçues par quelques agents du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. On se souvient des 600 millions engloutis dans le cadre de la construction de la résidence Hassan II à l'université d'Abomey-Calavi et plusieurs d'autres cas, sans oublier bien sûr l'affaire machine agricole et plusieurs d'autres. Donc depuis que le Bénin, l'économie nationale est en train d'être asphyxiée, depuis qu'on assiste à des cas de détournement de deniers publics, on a constaté que
pendant des années, il y a une largesse. Et l'arrivée de la criette, c'est un peu comme si cette juridiction a décidé de mettre les petits plats dans les grands afin de changer un peu le regard que nous avons en tant que citoyens du pays. Parce que si aujourd'hui, on continue par ne pas sanctionner les détournements publics, c'est que cela produit beaucoup de conséquences dans l'opinion publique. Par exemple, les contributeurs, ceux qui payent l'impôt, si par exemple je dois payer l'impôt et qu'au sommet de l'État, il doit y avoir des gens qui vont les détourner, ça va décourager les citoyens. Donc le sentiment que j'ai, c'est vrai, puisque nous ne sommes pas habitués à des peines du genre, ça sonne un peu fort dans la tête, mais au regard de tout ce qu'on a pu avoir comme passé dans notre pays, tout le monde sait que la corruption, le détournement de deniers publics, ça ne fait pas progresser une nation. Donc on a le sentiment que, en dépit des reproches que l'on peut apporter au fonctionnement de la criette, c'est que cette sentence peut être analysée comme étant une volonté de la juridiction de corriger un peu le tir en matière de détournement de biens publics. Alors, Francis Elojatadé, une sanction pour faire date, vous pensez que c'était vraiment le leitmotiv des juges de Je la crois criette? qu'en fait, il y a un écho. Et puis l'écho que ça donne, dorénavant, ça va dissuader ceux qui ont des pratiques corruptives. Vous savez évidemment que la corruption, on en parle, et j'ai cru qu'on en parlait si précisément pour que la lutte n'en soit jamais ainsi. Donc j'étais préoccupé. Vous savez qu'il y a beaucoup d'actes de barbarie économique, vous avez cité, mais vous n'avez pas cité les plus graves, SENSAD, CIC. ICC Service. ICC Service. Bon, il y a eu tellement d'actes de malversation, d'actes corruptifs qui sont restés dans le régime de l'impunité. Il fallait bien qu'un jour, qu'on arrête la saignée et qu'on commence par éduquer. Je crois que la sentence, le verdict de la criette vient un peu pour donner l'alerte au niveau de la société, au niveau des dirigeants, au niveau des collaborateurs, des chefs d'État, pour que chacun sache à quoi désormais s'en tenir, que le bien public doit être respecté et que c'est fini le régime de l'impunité. Vous convenez avec moi qu'il y a encore quelques années, vous avez cité beaucoup de cas, l'argent public, on a détourné 70 milliards, un président sort, il dit, mais est-ce que quelqu'un a perdu son argent? Alors, quand il le dit, en tant que chef d'État, c'est qu'il fait le lit à la corruption. Le chef d'État, en créant la criette, peut donner une alerte et puis corriger ce qui est corrigible. Parce que, au niveau des juridictions classiques, il y a un peu comme une surcharge de dossiers. Or, au niveau de la criette, on sent qu'il y a non seulement la célérité, mais il y a la rigueur. Et c'est de ça qu'il est question. Vous savez évidemment que les fonds publics, c'est les fonds qui appartiennent à l'État et qui doivent servir, qui sont destinés à des actions, activités qui doivent bénéficier, en fait, qui sont destinés à engager, à apporter le bien-être à chacun de nous. Mais si quelques citoyens siphonnent les fonds publics et qu'ils continuent, vous avez vu tout ce qui s'est passé, qu'ils continuent de circuler, parce que lui, on n'a fini par le cueillir, je crois au Sénégal, c'est ça, et on l'a ramené. Mais il y a plusieurs autres affaires, notamment le musée de la corruption. On a rasé les murs, d'accord, mais l'argent est où? Vous avez eu, il y a eu au niveau de l'ANAT Gate. Vous avez vu les malversations qui se sont produites là. On a enfermé le DG, il est mort par la suite. Mais l'affaire est presque éteinte. Mais tous ceux qui ont profité des largesses, alors est-ce qu'on va continuer à encourager l'impunité? Je crois que ce verdict vient pour corriger et rassurer les Béninois que les fonds seront désormais bien gérés et qu'il y a un dispositif institutionnel qui veille au grain pour que nous puissions faire davantage confiance à la gouvernance que le président Talon est en train d'installer. D'accord. Alors, docteur Atinewou, comment est-ce que le HCPC a reçu cette condamnation? Au-delà de la condamnation, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption était, je vais dire, très content de savoir, et tout à l'heure le docteur Elojatadé l'a rappelé, que l'impunité en République du Bénin s'est terminée. Effectivement, notre ami et frère rappelait tout à l'heure toute une série d'événements. Mais au-delà de tout cela, au-delà de recevoir la condamnation, le HCPC a pris cela comme, je vais dire, un moment
important pour analyser davantage les structures des événements et des situations susceptibles de produire ça. Lorsqu'on rentre dans la profondeur des choses, qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Ça nous dit qu'il y a encore des dysfonctionnements et des faiblesses au niveau des mécanismes de vérification et de contrôle. La raison pour laquelle je n'ai cessé de le rappeler, la tâche, le devoir du HCPC sur les 5 années à venir, c'est de renforcer tous les mécanismes de contrôle. Effectivement, il existe des dispositifs juridiques, mais est-ce que cela suffit pour en dissuader d'autres? Ce qui est important maintenant et qui fait peur, c'est la criette. Même un enfant de 7 ans, je l'ai constaté ce week-end, quand on dit criette, il pense tout de suite prison. Et donc, ça marche. Pourquoi je le dis? Parce que le plus important pour tout contribuable, c'est de savoir que les deniers publics servent à financer un certain nombre de projets. C'est, si vous voulez, le lit qui conduit ce qui appartient à tout le monde et ce que nous devons voir sur le terrain. Ce que nous devons voir sur le terrain, ce sont des réformes. C'est ce qui contribue au bien-être collectif. C'est très important. Et ça, il faut continuer à le dire. Donc pour le HCPC, ce verdict vient à point nommé, parce que, pas que cela nous permet d'ajuster, au contraire, ça nous conforte dans notre position. Tout à l'heure, peut-être en exclusivité, je vais vous dire ce que nous avions prévu, qui était dans nos cartons, et nous attendons juste le dernier niveau de validation pour que cela soit opérationnel. D'accord. Donc vous aurez l'occasion de nous le dire tout à l'heure. Ah ben oui, si vous voulez, je peux le dire, mais tout à l'heure, je le dirai. D'accord. Mais avant, Gratien, je voudrais prendre votre avis sur le fait que il y a eu certaines opinions qui estiment que la criette serait une juridiction pour pour dissuader les voix dissonantes, pour être plus précis, pour réprimer les forces d'opposition. Mais on se rend compte finalement qu'il y a plusieurs condamnations qui sont prononcées contre des personnes qui, dans le fond, n'ont aucune coloration politique, sont juste des citoyens comme vous et moi, mais qui sont jugés coupables de délits financiers ou autres. Vous savez, à titre personnel, j'ai un problème par rapport à certains postulats dans la société parce que habituellement, vous aurez dû constater avec moi que lorsque vous prenez le répertoire des personnes qui ont été condamnées par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les procès qui ont été les plus polémiques sont ceux qui ont impliqué soit des pouvoirs d'argent, des gens les plus riches du pays ou bien des personnes riches, ou soit des politiques. Donc, quand vous prenez un peu la jurisprudence de la criette, quand vous évaluez un peu les procès de la criette, vous allez voir que les décisions de la criette, les verdicts rendus par la criette et qui ont fait l'objet de polémiques dans la société, pour la plupart du temps, touchent les hommes riches ou les hommes politiques. Mais si ce n'est que cela, on peut être tenté de croire que l'élément qui contribue à cette polémique autour de cette décision, c'est peut-être une réalité qui est politique ou une réalité économique. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? Par rapport à cette condamnation dans l'affaire des 4 milliards ou à peu près, ce qui retient mon attention, c'est le co-accusé de l'accusé principal, qui serait un bokono ou un charlatan. En fait, ça doit sonner le déclic parce que quand nous parlons de l'indépendance de la justice, quand on parle de l'impartialité du juge, il y a une problématique que dans un pays comme le Bénin, on ne devrait pas occulter. En réalité, nous devons nous interroger sur ce que vaut la justice, ce que vaut son indépendance, ce que vaut son impartialité face à ce qu'on peut appeler la délinquance mystique des justiciables. Parce que lorsque vous exigez au juge d'être impartial, indépendant, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, je pense 2 ou 4 ans en arrière, un ancien président de la cour d'appel d'Abomey, je ne vais pas donner son nom, il était sous un dossier très important dans cette République. Et la police républicaine était en train de faire, dans la période, une perquisition dans l'arrondissement de Bétérou. L'arrondissement de Bétérou, c'est l'un des arrondissements de Tchaourou qui se situe sur la route inter-État numéro 6 qui relie Parakou à Djougou. Et la perquisition de la police républicaine dans un autre dossier a conduit les forces de l'ordre dans une maison, dans la maison de charlatan, et c'est en fouillant les choses que, sous un fétiche,
Les gens ont découvert le nom du président de la cour d'appel d'Abomey qui est écrit noir sur blanc, nom et prénom, tout cela. Déposé. Alors, la question que cela devrait nous susciter en tant que citoyens, à la recherche d'une justice indépendante et à la recherche de magistrats dignes et impartiaux, c'est de savoir, dans un contexte béninois, fait de spiritualité, fait de vraiment, vous savez bien de quoi je parle, quelle est la garantie de lucidité du juge face à la pratique mystique? Pensez-vous que le juge aurait pu être, on va dire, sous le joug d'un sort? C'est possible? Si nous croyons en théorie générale qu'il est possible au Bénin que les situations peuvent être influencées par l'invisible, nous n'avons pas de raison à ne pas croire qu'il est possible que la lucidité du juge... Quelle est la part, si vous permettez de vous interrompre bien sûr, quelle est la part du mysticisme dans le droit? C'est la question qui se pose. C'est la question qui se pose parce que, vous savez, lorsque les gens ont des dossiers devant le tribunal, tout le monde le sait, hein, ça devient un secret de polichinelle. On sait que les gens peuvent courir dans la nuit et vraiment dans le sens d'influencer spirituellement les décisions. D'accord. Ça, tout le monde peut en témoigner. Nous sommes au Bénin, on se connaît un peu. Et là, je pense que lorsque nous posons la problématique de l'indépendance de la justice et de l'impartialité des magistrats, nous devons aussi réfléchir. C'est vrai que sur le plan théorique, lorsque nous parlons de droit, je ne suis pas sûr que sur le plan cartésien, je ne suis pas sûr que le droit puisse prévoir des mécanismes pour contrer cela. Mais il y a déjà la lettre qui a été donnée par le code pénal de ce pays, le code pénal qui réprime désormais. Quand on prend même la sorcellerie est réprimée devant les tribunaux judiciaires au Bénin. Donc en condamnant dans un dossier un charlatan, c'est peut-être un signal fort. Il n'est pas le premier. Puisqu'il n'est pas le premier. Bon, peut-être que c'est la condamnation la plus retentissante au regard de la consistance du montant qui est en jeu. Mais nous devons savoir quand même qu'il y a beaucoup de réflexions que nous devons faire. D'accord. Et par rapport à cette question de l'indépendance de la justice au Bénin. D'accord. Je crois que l'intervention de mon frère Gracien me fait penser à un ouvrage, Sorcellerie et pouvoir politique, la chair des autres. Je crois que quand on y va, on sait, les politiciens savent que ce n'est pas un monde aussi facile. Ce n'est pas un monde de bisounours. Mais oui, si. Il n'est pas facile d'être juge au Bénin. Vous devez avoir la compétence de vos compétences. Donc, c'est des affaires dont on ne discute pas. Chacun se prépare au poste. Mais ceci étant, c'est qu'il faut dire que la Criette a fait un travail formidable. Je sais qu'il y a 2 lois en 2020. La loi 2020-08 portant modernisation de la page judiciaire et la loi 2020-09 qui a institué le ACPC entre dans le cadre en fait d'une lutte et d'une vision du chef de l'État. Sur la modernisation, c'est pour assurer la célérité des procédures au sein de nos juridictions et garantir en fait la transparence. Maintenant, au niveau du ACPC, c'est veiller à ce que la lutte contre la corruption puisse porter, puisque la corruption gangrène le développement. Et je crois que cette fois-ci, le chef de l'État, en posant les balises, en fait, le dispositif institutionnel et le cadre, en définition du cadre légal, a un objectif à atteindre. C'est la première fois dans l'histoire du Bénin qu'on a entendu un verdict où la sentence est aussi forte. Parce que les gens croient, en fait, ils ont eu un peu comme le sentiment que l'impunité, parce que quand les puissances d'argent interviennent, ou l'élite économique intimide les politiques se retractent. Et ça qui fait le lit. Il faut bien qu'un jour, quelqu'un, par son leadership, tape sur la table et ordonne. Le juge a beau être compétent, il a beau être indépendant, mais s'il y a une influence politique qui l'empêche d'exercer de façon objective, de façon impartiale, son œuvre, il ne pourra pas. Ce qui vient se passer à la Criette sera écrit dans les annales de l'histoire. Dorénavant, je crois qu'il y a même des gens à qui on va proposer des nominations et ils vont refuser. Parce que, sachant que s'ils étaient en fait suspectés, je ne fais pas le procès aux gens, mais je soupçonne qu'il y a des gens dorénavant qui ne pourront plus accepter, parce qu'ils sont conscients qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas changer tout de suite. Or, il faut bien que nous puissions changer le logiciel et le paradigme. Et je veux saluer cette volonté du chef de l'État d'opérationnaliser le ACPC, de la main libre au commissariat à la prévention. Puis nous avons fait de la répression tout le temps. Et ça n'a pas d'affaire, on peut évaluer. Maintenant, dans la dynamique de la stratégie mise en place par le ACPC, pour éduquer
Et pour pas nivellement par le bas, je crois que ça va porter, ça va impacter. C'est en cela que je trouve que le travail qui se fait est un travail titanesque. C'est vrai qu'il ne faut pas que le charlatanisme, le satanisme, tout ça là influence. Ils sont suffisamment protégés et Dieu veille sur le grain. Alors, docteur Olivier Charles Atidio, est-ce que justement ce verdict permet au HCPC de détenir un élément supplémentaire dans sa sensibilisation? Bon, l'élément supplémentaire, vais-je dire, nous l'avions déjà, parce qu'on dit toujours, lorsque on se met, où on est dans le chantier de conceptualiser ou de concevoir des politiques publiques, il faut tout voir. Il faut avoir une vision holistique de la chose. Je ferme juste cette petite parenthèse, je reviens à votre question, parce que, Racine disait tout à l'heure, il a évoqué la dimension mystique qui cadre un certain nombre d'événements en République du Bénin. Chers frères, chers amis, ce n'est pas qu'au Bénin. Je puis vous rappeler, tout à l'heure vous avez parlé de l'Ancien Régime, on peut relire ce qui se passait sous l'Ancien Régime, comment les notables étaient écervelés, le mot écervelé vient de quelque part. Bon, sous Rome, on peut encore remonter. Pour dire quoi? Pour dire que, quelqu'un me l'a rappelé en Côte d'Ivoire, et c'est pas n'importe qui, il a été président de la République, le pouvoir est mystique. Tout pouvoir est mystique, à partir du moment où savoir rime avec pouvoir. On a dit au commencement était le verbe. Et le verbe, c'est quoi? C'est le savoir. Bon, je ferme cette parenthèse-là. En ce qui concerne la redevabilité, Loge l'a évoqué, l'exemplarité de ceux qui ont la responsabilité dans notre pays. La question fondamentale est là. Qu'est-ce qu'ils donnent comme exemple pour que les autres puissent suivre? Et comment ou avec quoi nous pouvons surveiller ceux-là qui ont l'obligation de donner l'exemple? Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui donnent l'exemple et d'autres seront mis à l'écart. Donc je reviens à votre question. Au HCPC, nous avons estimé que pour que l'État reste dans son droit de maximiser ses moyens, je dis bien ses moyens de, je ne vais pas dire moyens de production, sinon ça rappelle autre chose, mais ses moyens d'agir, de faire l'intérêt général, il faut simplement mettre en place des systèmes d'alerte. Système d'alerte en interne et système d'alerte externe. Dans ce dossier, je constate avec les faits en ma possession qu'il a manqué sur tout le long un système d'alerte. Ça veut dire qu'il y a des gens, certainement, qui étaient au courant déjà depuis des années, mais qui ne pouvaient pas parler. Ils avaient peur peut-être pour leur vie, pour leur job, et ainsi de suite. Il faut qu'on puisse permettre déjà aux gens de parler, de dire que j'exerce la vérité en tant que droit collectif, en parlant de juriste ici, en tant que droit collectif, au nom de la République, pour l'intérêt de tout le monde. Ça, c'est un. Le second niveau de ce que le HCPC tire de cette affaire, de ce que nous avions prévu, du coup je vais le dire, c'est que plus vous êtes en responsabilité, plus on doit vous appliquer ce que les Chinois et certains font ailleurs. En anglais, on appelle ça name and shame. Nous estimons au HCPC que lorsque la justice aura fini de faire son travail, il est temps, c'est pas une double peine, mais on parle d'exemplarité, il est temps d'afficher la photo, les noms et prénoms sur tous les panneaux dynamiques du Bénin. Quid alors de la dignité humaine? Même le voleur, même le criminel, il faut préserver sa dignité, non? Parfait. Tout à l'heure, vous avez parlé de certaines choses, droits de l'homme, vous l'avez relié au milieu carcéral. On en revient. Je suis foncièrement, et je suis le premier, à défendre ce qu'on appelle la valeur de l'humain. Mais si cet humain-là estime que la concussion, l'extorsion, le trafic d'influence, le détournement de fonds publics, le délit d'initié, le favoritisme et autres constituent des valeurs pour celui qui brise la dynamique d'un État, alors l'État a tout moyen, a tout droit, tout en respectant ce qu'on pourrait appeler peut-être le droit à l'image et ainsi de suite, l'État a tout moyen de dire à cet individu et aux autres à venir, en fait, en gros, je résume, vous devez avoir peur de vous livrer aux actes de corruption. Pourquoi? Parce que l'acte de corruption, quand on regarde un peu plus haut, c'est une effraction à la probité. Je ne vois pas et je n'ai jamais vu de pays dans ce monde qui a pu se bâtir, se construire sans valeur de la République. Je n'ai jamais vu de pays dans ce monde qui a pu se construire avec, excusez-moi de le dire comme ça, avec de la saleté mentale. Souvent je dis, le chef de l'État pense véritablement démocratie, pense dynamique, pense valeur, pense bien-être, et il y en a qui sont dans la kachacratie. Je le dis, ça peut faire sourire, mais cette forme de saleté mentale, et ça,
santé mentale, j'ai traduit ce que Aristote Thucydide disait en son temps, que la santé mentale d'une nation se mesure au taux et à la valeur liée aux actes de corruption. Vous voyez, Thucydide, Platon, Aristote pensaient cela. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Nous sommes en train de parler d'une décision de la Criette. Bon, je ne vais pas rentrer, je fais ce que le HCPC peut faire, d'où ma présence. Mais il est temps de passer à autre chose. Sans rigueur, il n'y a pas de construction. Sans valeur, il n'y a pas de république. Nous devons rappeler cela aux gens. S'il faut sacrifier quelque part, quelque chose, pour avoir des personnes, des femmes et des hommes susceptibles de comprendre ce qu'est la chose publique, alors passons par là. Il faut laisser place à la pénitence aussi, non? J'ai pour habitude de dire que la véritable religion commence par une foi interne qui exige de vous transparence, intégrité, probité. Et du coup, si une personne se soustrait elle-même de ce genre de choses-là, la pénitence, on le verra peut-être après la finitude matérielle. D'accord. Alors, Gratien, comment est-ce que vous pensez que cette condamnation peut être reçue dans l'opinion? Pour vous qui êtes avec les populations, avec le peuple, comme on le dit, comment est-ce que les gens reçoivent cette sanction? Comme toute autre sanction, tout le monde s'en fout, ça laisse tout le monde de marbre, ou c'est vraiment, ça retient vraiment les attentions? Vous savez, à tort ou à raison, qu'on le veuille ou non, une partie de l'opinion publique nationale estime que la Criette est une juridiction mise en place par le pouvoir, d'accord, pour servir de rouleau compresseur contre les opposants au régime dit de la rupture. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a une partie de l'opinion de notre pays qui considère ou qui envisage les choses dans ce sens-là. Donc, pour ceux-là, ceux de nos compatriotes qui ont cette position, c'est que tous les actes que la juridiction pose, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, on peut ne pas prendre le temps de la réflexion objective, mais on range ces actes-là du côté négatif. Donc cela reste un point de vue, ça reste une position d'une frange de la population. Par contre, il y a ceux qui sont proches du pouvoir et qui estiment que l'exécutif est dans une dynamique de réforme. On a salué beaucoup de choses. La condamnation des détournements de fonds, ça, c'est normalement tout le monde qui devrait applaudir. C'est ce qu'on peut appeler minimum de valeur sociale à l'intérieur d'un État. On s'entend. Mais malgré cela, il y a quand même des gens qui peuvent ne pas aller. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Lorsque le juge, au niveau de la Criette, est en train d'exercer son impérium, son droit, et dans l'exercice de son droit, il n'est pas toujours à l'abri des erreurs. Il peut arriver que la juridiction se trompe. Là où nous sommes, quand nous prenons, il y a beaucoup de jurisprudence à travers le monde. Lorsqu'on prend l'exemple de l'ECG, et c'est vrai que les juridictions béninoises font tellement de mystères autour de leurs décisions. Je ne sais pas si c'est parce que les décisions ne sont pas suffisamment objectives. C'est une question que je me pose à titre personnel. Ça peut ne pas être le cas. Ça peut être également la question de dignité dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Mais toujours est-il que lorsque vous prenez une juridiction, il est possible que, même sans le vouloir, le juge se trompe. Et ça, il s'agit d'une impunité objective. Ce sont les erreurs judiciaires. Et là, ça ne dépend pas du juge. Mais la personne est condamnée peut-être à une très lourde peine. Or, dans le fond, il n'est pas, ce qu'on lui reproche, il n'en est pas auteur. Maintenant, ce que je peux résumer, quand on parle de la perception sociale de cette condamnation de la Criette, c'est que les avis sont partagés. Il y a certains qui ont des positions arrêtées depuis toujours. Je suis opposant au régime, donc quel que soit ce que la Criette fait, c'est mauvais. Il y a ceux qui sont avec le régime, donc quel que soit ce que la Criette fait, c'est bon. Il y a au milieu, peut-être pour paraphraser un peu le président Macron ou son répondant béninois, le ministre Abiola, il y a les centristes, ou des gens qui ont voulu quand même décider d'observer l'activité de cette juridiction avec une certaine objectivité, en estimant qu'il y a certaines décisions qui sont salutaires, mais il y a également certaines sur lesquelles on peut apporter quelques regards critiques. Oui, si vous faites l'histoire des mentalités, il y a ce qu'on appelle le regard de l'autre. Tout à fait. Donc on peut aussi en tenir compte. Mais il faut travailler à ce que l'autre comprenne. C'est cela. Le bien fondé des actes que vous posez. Je me réjouis que nous n'avions pas au Bénin ici des justices de bas niveau ou de bas niveau. Parce que je suis dans le monde ce qui se passe. Et je constate que nous avons un objectif à atteindre. Si l'horizon est clair, la démarche méthodologique doit pouvoir être une démarche assez pertinente. Et c'est ce qui se fait.
Donc, que les opposants, en fait, il faut bien qu'il y ait l'épée de Damoclès suspendu au-dessus de la tête de chacun de nous, pour que nous ayons peur. Et il y a un syndicaliste, Pascal Todinou, qui a dit dans une émission, je crois sur Canal 3, il dit, mais quand on dit cri, avant qu'on dit être, que chacun se mette. Donc, il faut que ce soit une juridiction qui dissuade. Alors, quelque part aussi, Francis Attali, est-ce que la criette n'est pas quelque part victime de son manque de communication? Parce que des condamnations, il y en a presque tous les jours à la criette, mais les procès les plus médiatisés sont ceux des personnes, soit politiques ou soit des personnes qui ont quand même pignon sur rue. Sinon, pour le citoyen anonyme, il y a des condamnations qui sont prononcées presque tous les jours du côté de la criette. Je crois que vous avez bien posé un problème important. Il faut que la criette communique sur ses domaines de compétences et sur ses procédures. Je crois que ça va rassurer tout le monde. Sinon, dans le déroulé, les gens ont l'impression que c'est une justice spéciale destinée à faire taire les opposants. Non, ce n'est pas le cas. Quand on voit les domaines de compétences, c'est clair. Il y a les infractions économiques, il y a le terrorisme. Bon, maintenant, s'il y a des complicités incestueuses entre le politique et l'économique, je crois que la criette s'en charge. Je pense que la médiatisation d'un événement ne découle pas ou ne vient pas de l'institution. Ce n'est pas la criette qui décide. Je pense qu'il faut regarder la qualité des prévenus. Et lorsque vous regardez, tout à l'heure vous avez parlé d'un citoyen lambda, le citoyen lambda n'est pas celui qui est en responsabilité. Quand on chope quelqu'un qui est en responsabilité, donc qui a obligation de redevabilité, ça fait waouh. Dans le jargon technique, on appelle ça l'événement monstre. Et l'événement monstre aussi est alimenté par les médias, c'est alimenté par les commentateurs de la vie publique, les techniciens, ainsi de suite. Donc c'est pas la criette qui décide de la médiatisation. Tout à l'heure, Gaston est en train de dire quelque chose de très important. En réalité, ce n'est pas une question de régime, d'opposants, de proches du pouvoir. Je pense que c'est une mauvaise lecture. C'est même un niveau très bas de la compréhension de la chose publique. Pourquoi je le dis? Parce que concrètement, lorsqu'on est juste, lorsqu'on aime ce pays, lorsqu'on veut faire quelque chose de bien, peu importe si on est opposant, si on est proche du pouvoir, il faut juste rechercher l'objectivité. Est-ce que ce qui est fait rentre dans la dynamique de la construction d'un État? C'est ce qui m'intéresse. Et quand c'est comme ça, ceux-là qui s'abstiennent de dire, moi généralement j'ai pour habitude d'affirmer que la critique a un rite de dénonciation, mais manque souvent d'arguments. Je m'arrête là. Très bien. Alors, que pensent les populations, les internautes souvent, parce que c'est eux le baromètre de cette émission, puisqu'on donne la parole à monsieur, madame, tout le monde, pour pouvoir intervenir sur notre question, notre préoccupation du jour, qu'on va d'ailleurs rappeler 30 ans de prison pour Carlos Adorano dans l'affaire disparition de 4 milliards à la DGI. Le principal accusé écope de 30 ans d'emprisonnement. Qu'en pensez-vous, Maurice Tantan? Maurice, bonjour. Bonjour Eman, bonjour à tous, chers amis téléspectateurs. La question du jour, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les internautes ont réagi et il faut dire qu'au regard des commentaires que j'ai pu relever sur nos différents canaux sur la toile ce matin, il y a une diversité d'opinions qui se dégagent des avis des internautes. Il y a d'abord de façon générale une forme de satisfaction. Beaucoup de personnes considèrent que c'est une peine exemplaire qui a été infligée à ce principal accusé-là qui est reconnu coupable de détournement de deniers publics. Beaucoup vont également suggérer que l'administration des finances fasse davantage d'efforts pour éviter aux agents d'être tentés, donc de faire des contrôles réguliers pour pouvoir anticiper ce genre de choses. Et certaines personnes qui vont également plaider pour la clémence parce qu'ils estiment que la peine n'est pas légère. Guy Lokossou, pour commencer, nous dit que toute personne qui détourne un fonds public doit être punie par la loi, mais il me fait plusieurs années, condamner les accusés à plusieurs années n'est pas la solution selon lui. Cherchons les voies et moyens pour faire payer l'argent détourné par les accusés que de les immobiliser, écrit cet internaute. La décision de vouloir faire des travaux forcés aux accusés est déjà une chose très louable sur laquelle il faut se baser pour amoindrir les années de condamnation. Bokor Roland nous dit, est-ce que les 30 ans
vont faire revenir les 4 milliards au trésor public? C'est une interrogation de cet internaute qui continue en disant: cette justice distributrice des peines lourdes ne semble pas dissuader certains, malheureusement, peut-être parce qu'ils sont à l'affût de certaines réalités qui les motivent à se servir eux-mêmes. Il se pose alors le problème des nominations administratives sans un minimum d'enquête de moralité, estime Bokor Roland Caliste. Les gens le faisaient sous le PRPB, mais l'homme est insaisissable, écrit cet internaute, qui conclut en disant: il nous faut plutôt une base patriotique et l'État peut toujours former le personnel, conclut Roland Caliste Bokor. Autre commentaire sur la question du jour: mettons-nous à Daoud, dit: ce qui est juste, c'est de pouvoir répondre de ses actes en bien ou en mal. Donc qu'il réponde est une chose, mais la sécurisation des deniers publics est aussi une autre affaire. Je pense que le mieux serait de faire en sorte que les agents ne soient pas tentés, donc de ne plus être en contact avec l'agent. C'est vrai, je salue déjà le leadership du gouvernement, écrit-il, mais les agents continuent d'être en contact des sous, même dans certaines directions. Nous devons aussi avoir peur de la chose publique et changer de comportement et éduquer nos enfants à ne pas avoir ces mauvaises habitudes. Enfin, nous allons prier le gouvernement pour plaider pour la durée et couper, car ils ont tous une famille, je vous l'ai dit, aimante. Il y a cette tendance aussi dans les commentaires. Contrant Naldé dit: l'essentiel, c'est l'éducation à la base. Nous, les Africains, nous aimons nous accaparer de ce qui appartient à tout le monde. Dans un pays où la majorité croupisse à la misère seulement, il ne faudrait pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures dans cette lutte. Pour le moment, ce n'est pas mal comme sanction, écrit Gontran Nandé. Parfait, écrit: pour ma part, j'ai confiance en la justice de mon pays, dont je n'ai aucune objection. Ce procès démontre la vigilance de l'exécutif en matière de gestion des finances publiques. Cependant, quel serait l'impact de ce verdict sur les populations, s'interroge Parfait Zinvoedo, qui nous écrit que ce jugement pourrait dissuader d'autres qui envisagent de piller les ressources de l'État. Il est également crucial de renforcer l'éducation civique et la morale des enfants, ainsi que de poursuivre les efforts de sensibilisation au sein des institutions publiques sur la corruption. On va prendre encore 2 commentaires. Koumassa Maurice nous dit que la condamnation à 30 ans de prison dans le dossier dit de 4 milliards de francs CFA nous révèle plusieurs aspects du fonctionnement de l'administration publique, surtout celle des finances de notre pays. Sinon, comment comprendre qu'un responsable ou un cadre de ce niveau n'ait pas un salaire conséquent qui le met à l'abri du besoin? Aussi, on constate un manque de vigilance sur la gestion de l'argent public, sinon le mal aurait pu être évité. Désormais, il faut qu'il y ait un contrôle régulier, voire même journalier, au niveau de l'administration des finances publiques de notre pays. Quelqu'un qui a confondu la caisse de l'État à sa poche a commis un crime contre l'État et contre l'humanité, et il doit payer le prix du péché, écrit Jean Kokou Zounon. Qu'il y ait une peine à perpétuité et non 30 ans, qui est, à mon humble avis, une faveur de la justice béninoise. Voilà donc les avis très très diversifiés de nos amis internautes sur la question du jour. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, pour ces avis relayés. Au plaisir de vous retrouver très prochainement sur la matinale 5/7 matin, Maurice Tantan. Oui, à demain. À demain, Maurice. Allez, messieurs, on en vient à présent au second sujet en débat, mais avant de boucler ce premier sujet, dire bien sûr qu'ils ne sont pas seulement condamnés à 30 ans de réclusion, ils vont également verser au trésor public 7 milliards de francs CFA comme amende pour compléter bien évidemment l'information. Messieurs, on en vient donc, disais-je, au second sujet en débat. Gracien, vous avez vu le décret du président de la République portant donc réglementation des établissements pénitentiaires au Bénin. On mise beaucoup plus sur le respect des droits de l'homme et surtout pour leur réinsertion sociale, pour que des personnes qui entrent en prison en étant délinquants primaires n'y ressortent pas délinquants chevronnés. Merci.
Tout à fait, merci Eman pour cette belle présentation du décret. Et avant d'intervenir rapidement là-dessus, je vais vous permettez que je dise quelque chose par rapport à la chute d'un internaute qui a voulu quand même que l'on mette l'accent sur l'éducation quand on parle du respect du bien public. Je vous donne un exemple. Vous savez que le Bénin a été colonisé par la France, tout comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres. Mais De Gaulle, qui était le président français ayant joué le maximum de rôle, ayant fourni beaucoup d'efforts pour que la France puisse avoir ses colonies en Afrique, il n'y a aucun territoire en Afrique ici, il n'y a aucun mètre carré ou aucune parcelle en Afrique qui porte le nom de De Gaulle. Mais si c'était aux Béninois qu'il était donné de coloniser la France, peut-être que tout Paris serait la propriété privée de telle personne, la propriété privée de telle autre. C'est pour ça que je pense que la question d'éducation, puisque le secrétaire général du CPC est revenu là-dessus, pour éduquer les gens en termes de choses, en termes d'anticipation, puisque quand le vin est tiré, il est difficile de revenir, parce que les 7 milliards qui constituent les dommages et intérêts que ces personnes condamnées vont verser à l'État béninois, vous savez qu'il s'agit de quelque chose d'hypothétique. Il y a plusieurs jours déjà que l'agent judiciaire du Trésor est en train de faire circuler des communications, des publicités, demandant à certaines personnes peut-être de venir prendre des dossiers les concernant. Peut-être que dans ce lot, il y a des gens qui ont peut-être été condamnés à verser des dommages et intérêts à l'État. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, la question de l'éducation, c'est pour renvoyer la balle aux représentants du CPC pour leur dire que vraiment, il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Maintenant, pour ce qui est du décret, je pense que c'est une nouveauté. Et j'estime aussi que c'est un décret... vous savez, quand vous avez quelque chose, même si elle est bonne, vous souhaitez toujours en avoir plus. Sinon, on peut dire que c'est un décret d'application du code pénal, parce que ces peines, je crois bien que le code pénal depuis 2018, où le Bénin s'est autonomisé en matière de droit, en matière de code pénal, il y a ces peines-là qui sont déjà prévues. Mais le gouvernement a très bien fait de prendre le décret d'application, parce que sans ce décret-là, ces peines ne peuvent pas être décidées par les juridictions compétentes dans notre pays. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut saluer la démarche du gouvernement qui a compris que dans notre contexte d'aujourd'hui, il ne faut plus laisser les personnes condamnées dans les maisons carcérales pendant 20 ans, pendant 30 ans, en train de croiser les bras et en train de se former à d'autres crimes. Et on a constaté que celui qui fait la prison, et pendant une certaine durée, lorsqu'il sort de la prison sans les mesures telles que celles prévues par le décret, c'est des gens qui ont beaucoup de possibilités à récidiver, à retourner encore en prison. Donc on espère que dans la mise en œuvre de ce décret-là, l'on puisse constater un changement en ce qui concerne la commission des infractions dans notre pays. Alors Francis Elojatale, selon le décret, les centres de détention désormais sont destinés à recevoir les détenus condamnés à moins de 5 ans d'emprisonnement ou qui sont placés sous un régime de semi-liberté ou de placement extérieur ou qui présentent les meilleures perspectives en termes de réinsertion sociale. Il est aussi prévu la création de centres de détention à statut particulier et l'une des principales avancées de ce décret est justement la mise en place d'un régime intérieur plus humain et plus respectueux des droits humains. On parle donc de formation à l'intérieur de la prison. Beaucoup se posent la question, surtout avec le grand nombre de cybercriminels qui séjournent aujourd'hui en prison. Qu'adviendra-t-il de leur avenir? On pense que l'État est en train de trouver la solution, non? Vous savez que le Bénin a signé des conventions internationales, mais aussi nous avons signé des conventions avec l'OIT sur le droit de travail. Et puis, au fond de ces conventions influencent forcément les législations nationales. Donc, le Bénin est en train de poser des actes qui vont dans le sens des engagements internationaux et de ce qui se fait dans les prisons. Vous avez vu comment est-ce que Nelson Mandela a vécu sa prison. Donc, ça l'a préparé à sa réinsertion et à son poste. La prison doit préparer à la réinsertion, forcément. Je crois que c'est un acte qu'il faut saluer. Non seulement que ça permet de respecter les droits et les obligations du prisonnier. Ce n'est pas parce que vous êtes détenu que vous perdez tous vos droits. Mais il faut préparer pour qu'on puisse mettre fin à la délinquance. Donc l'État béninois a bien fait de prendre un décret d'application qui respecte aussi le code pénal et le code de procédure pénale. Donc, c'est des avancées qu'il faut saluer. Alors, docteur Atineou, les religieux disent souvent que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Est-ce que c'est ce cri
que les pouvoirs publics ont entendu? Il faut sauver son âme. J'ai pour habitude de dire que ma personne ne fait pas de religion. Ma religion, c'est l'amour et la solidarité et le respect de l'autre. Donc, je vais répondre à votre question. J'ai eu la chance, dans une autre vie, d'enseigner le droit pénal. Et quand on regarde en profondeur ce qu'est le droit pénal, la politique criminelle, l'idée n'est pas de briser un individu. L'idée n'est pas de faire honte à un individu. L'idée, c'est emprisonner, c'est isoler l'individu qui a commis un acte antisocial à la base. Et donc, quand on pense comme ça, il faut offrir la possibilité à l'individu de se racheter, de revenir dans cette société et de participer. Donc, porter à mort la dignité de quelqu'un n'est pas une manière de faire République. Je reste encore fondamentalement attaché à cela. Comment, ensemble, nous faisons République? Donc, moi, je trouve que ce décret d'application, il faut le saluer. Il faut saluer cette vision de la chose. Pourquoi je dis ça? Vous savez, il faut peut-être remonter à la Russie entre 1830 et 1927 par là. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé la capacité de reprogrammer, c'est ce que donc les PNL, la programmation neurolinguistique, ça a commencé un peu plus avant, mais puis cela s'est poursuivi après. Mais nous avons la possibilité au Bénin, nous aussi, de reprogrammer mentalement et moralement l'infracteur, de lui dire que dans notre pays, il y a un droit déterminateur. Tu vis le droit sanctionnateur, tu vas au Niouf, mais on te donne la possibilité de revenir dans cette société en tant qu'un homme nouveau. Bon, je ne sais pas si ça fait le plaisir de mon frère Éloge, hein. Bon, mais on sauve l'âme, c'est ça. Oui, mais la PNL, je valide. On va, si vous le permettez, bien monsieur, revenir très très prochainement sur cette question, analyser bien évidemment les contours de cette décision. Parce que oui, il a posé un problème pertinent. La responsabilité et la redevabilité et le choix de ceux qui sont destinés à occuper des fonctions. Je crois que au-delà des comités d'éthique et de morale, il y a quand même une institution, la CPC, qui a un avis institutionnel à donner. Effectivement. Bon, je crois que ce sera vraiment très très rapidement en 1 minute, parce que le temps est parti pour le débat est totalement terminé. Je préfère laisser votre personne organiser un autre débat. Absolument. Et je respecte le temps. En tout cas, éventuellement merci un entretien, pourquoi pas aussi, pour que vous puissiez nous décliner ce que fait le HCPC dans ce cadre en termes de redevabilité. C'est très important pour les populations qui nous suivent, pour les téléspectateurs qui nous suivent, afin qu'ils puissent comprendre le mécanisme, la dynamique qui est en cours. Merci, docteur Olivier Charles Atinéo, d'être passé sur 5 sur 7 matin. Vous avez spontanément accepté, donc prêter votre voix à ces analyses autour de ces sujets en débat ce matin. Merci également, Francis. Merci, Gracien. Je rappelle que vous publiez votre ouvrage mercredi prochain, La Criette en 5 ans. Quel apport pour l'état de droit au Bénin? Ce sera donc à la chaire UNESCO de l'université d'Abomey-Calavi. Ce sera pour quelle heure? C'est pour 9h. 00. Et pas béninoise. D'accord. Merci, Gracien. Vous passez une excellente journée du lundi. Merci. Et voilà qui met un terme au forum de discussion de ce lundi matin. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous. La chronique de Patrick Jossou, juste après la revue de presse de Marcel Arrossi pour boucler la boucle. Ce sera sans transition. À tout de suite.